dans le Loiret en particulier, ailleurs aussi, sur la région parisienne, après pour certains. Et je dois dire que pour moi, c'est, disons, voilà, une petite émotion de rencontrer certains. Et puis, donc, voilà, je souhaiterais dédier cette soirée à un ami, mais c'est pas en tant qu'ami là que je souhaite dédier cette soirée, c'est surtout à un militant, Mario Pelé, époux de Marie-Odile Pelé, qui, effectivement, avec lequel et avec Marie-Odile, on a partagé sur Chessy, eh bien, un certain nombre de, disons, de combats associatifs au sein du CNAFAL, mais aussi dans d'autres associations, y compris bon, au niveau politique, à une époque où, effectivement, eh bien, on était plein d'enthousiasme par rapport aux valeurs que l'on défend aujourd'hui. Et je dois dire que Mario était un militant plein d'abnégation. Il était, disons, quelqu'un, disons, voilà, qui était constamment sur le terrain, en contact. Et puis, j'emprunterai un petit peu cette, voilà, le titre d'un des livres d'André Henry, Serviteur d'idéal. Et je crois que, comme certains d'entre vous, eh bien, Mario était ce serviteur d'idéal. Voilà. Je vous remercie. Et donc, excuse-moi 2 petites secondes. Oui. Je voulais remercier la présence de Madame Toupé qui représente Monsieur le directeur académique ce soir. Merci. Merci Madame. Oui, et donc, je vais partir un petit peu de l'actualité, parce qu'effectivement, on est aussi dans ces débats autour de la laïcité dans l'actualité. Et puis tout à l'heure, en ouvrant voilà, mon téléphone, je lisais un des articles qui va paraître dans Le Monde de demain. Donc Macron veut un débat dépassionné sur la laïcité, dit cet article. Voilà. En fait, le chef de l'État s'exprimera que début 2018 sur ce sujet sensible, nous dit-on. Et puis, donc, il laisse le soin au ministre de l'Éducation nationale de préciser les annonces le 9 décembre, jour de l'anniversaire de la loi de 1905. Mais lui va se consacrer vendredi à recevoir donc les représentants des églises. Non pas les responsables des églises, mais les représentants des églises. Ça a déjà une signification un petit peu. Dans une république où, eh bien, disons, la nécessaire neutralité est imposée par la loi de 1905, disons, cette nécessaire neutralité, c'est la condition essentielle pour respecter la liberté de conscience des citoyens, de tous les citoyens, qu'ils soient croyants ou non. On y reviendra tout à l'heure. Et donc, on reçoit éventuellement des responsables des églises, pas des représentants des églises, parce qu'on est dans une république qui, institutionnellement, ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Voilà. Donc, par rapport à, disons, à cette problématique de la reconnaissance, eh bien, un certain nombre d'organisations laïques ont réagi dans le cadre disons, d'un collectif national laïque qui a produit un communiqué récemment. Dans ce collectif national laïque, il y a, disons, un certain nombre d'organisations, une cinquantaine, donc c'est pas rien. Les D2N sont partie prenante de ce collectif national laïque, et puis bien d'autres associations. Je ne vais pas donc citer les 50, bien évidemment, mais vous pourrez retrouver donc facilement ce communiqué. Et je voudrais partir un peu de ce communiqué pour montrer qu'aujourd'hui, la laïcité, eh bien, disons, elle est instrumentalisée, elle est détournée. Et donc, la laïcité, vous allez le voir, c'est aujourd'hui, disons, au mieux de l'interconvictionnel, c'est-à-dire on reconnaît, disons, globalement des incroyants, qui sont d'ailleurs multiples, parce que parmi ces incroyants, on a des athées, des agnostiques et surtout beaucoup d'indifférence. Et la majeure partie de la population par rapport, disons, aux convictions religieuses. Et puis... Oui, vous entendez mieux avec ceci? Bon. Et donc, la population, c'est de 66 millions d'habitants, c'est donc à peine plus de 4 millions de pratiquants réguliers. Donc en fait, vous voyez, il en reste beaucoup qui donc sont pas, disons,
derrière des convictions religieuses et donc sont plutôt indifférents à toutes ces questions-là. Et donc on voit bien que eh bien, tout ceci pose un petit problème parce que quand on assigne tel ou tel, disons, citoyen à telle ou telle religion, eh bien, c'est un problème pour notre République, on y reviendra tout à l'heure. Et puis surtout, disons que on est là dans cette démarche non plus laïque, mais œcuménique, en gros. Et on a aujourd'hui, on est à contre-courant. On s'aperçoit que, disons, il y a une forme de paradoxe. La laïcité, on l'a vu récemment avec le conflit en particulier des éditorialistes de Mediapart et puis de Charlie Hebdo, où certaines personnes, Edwy Plenel et puis l'ancien ministre, par exemple, l'ancien Premier ministre Manuel Valls, on présente cette laïcité comme étant, en fin de compte, un conflit. Et puis certains ont cette tentation, en fin de compte, pour dépasser le conflit, d'aller rechercher la paix derrière, disons, la coexistence pacifique des religions. Et à chaque fois qu'on a eu un problème un peu particulier, lié non pas à, disons, à la laïcité, les attentats de 2015, 2016, 2017, eh bien, on a réuni des, non pas responsables, mais représentants de religions pour essayer d'organiser la coexistence pacifique, donc de quelques cultes. Et c'est insuffisant, bien évidemment. La laïcité, c'est loin d'être ceci, même si la laïcité, eh bien, donc, c'est pas, disons, un principe qui lutte contre telle ou telle religion. La laïcité, en fin de compte, c'est un principe qui, on le verra tout à l'heure, et on verra pourquoi ces détournements aujourd'hui. Parce que même si là, disons, j'accuse le gouvernement actuel, la démarche, disons, œcuménique et la démarche interconvictionnelle, pour associer éventuellement quelques non-croyants dans cette démarche, eh bien, elle ne remonte pas, disons, à ce quinquennat, précisément. Elle vient de bien plus loin et elle vient, disons, en particulier, disons, juste après l'inscription du principe de laïcité dans la Constitution en 1946. Je vous citerai un certain nombre de faits, un certain nombre de textes qui montrent qu'effectivement, il y a une démarche constante, parce que cette démarche constante, eh bien, c'est celle de contourner la loi de 1905. On n'ose pas aborder cette loi de 1905 de façon frontale, mais il y a un certain nombre de dérives, et donc, dérives, là je vous citais le communiqué, je vais le citer plus avant, parce qu'il y a des faits qui sont relativement, disons, importants, qui télescopent notre loi de 1905, et le collectif national laïque dit ceci. Donc, nous nous devons de faire part de notre vive inquiétude après les propos tenus à la Fédération protestante de France par le président de la République lors de la commémoration des 500 ans de la Réforme. Je cite. « La manière que j'aurai d'aborder ces débats ne sera en rien de vous dire que le politique a une prééminence sur vous et qu'une loi pourrait trancher ou fermer un débat qui n'est pas mûr. » Fin de citation. Il en va de même de l'annonce par le ministre de l'Intérieur de la mise en place auprès de lui d'une instance informelle interconfessionnelle, ceci pourtant en complète contradiction avec la loi de 1905 qui proclame dans son article 2 que la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Ces prises de position au plus haut niveau de l'État trahissent au moins une méconnaissance et des erreurs, voire une dérive et des fautes. S'agirait-il, sous couvert d'un dialogue interconfessionnel, d'un retour subreptice des religions dans le champ politique? De surcroît, cette place, même informelle, faite aux confessions, est contraire au principe constitutionnel d'égalité qui veut que la République ne connaisse que les citoyens en ignorant volontairement leurs croyances et convictions. Dans une république laïque, il ne peut y avoir que des responsables des cultes chargés de gérer leur exercice et non des représentants de communautés. Les seuls représentants sont les élus du peuple issus du suffrage universel. Voilà, ce communiqué dénonçait, disons, cette attitude, et vraisemblablement, on va avoir donc cette annonce de la mise en place d'une commission informelle des religions par le président de la République.
justement dans 2 jours, la veille de la célébration de la loi de séparation des églises et de l'État. Cette loi de séparation des églises et de l'État, eh bien, c'est, disons, quelque chose de fondamental qui a failli donc voir son article 1 et 2 inscrits dans la Constitution. C'était la volonté du président de la République lors du quinquennat précédent. Dans ses 60 propositions, la 56e, c'était d'inscrire l'article 1 et 2. Le problème, c'est que c'était sa proposition initiale, elle a été détournée par ceux qui ont fait pression pour inscrire l'exception territoriale d'Alsace-Moselle en particulier. C'est quelque chose qui était relativement anachronique. Introduire aujourd'hui dans la Constitution du XXIe siècle un texte de 1801, donc posait quand même quelques problèmes. Mais donc inscrire cet article 1 et 2 aurait permis vraisemblablement, bien sûr, de clarifier cette situation qui est devenue confuse autour du terme de la laïcité aujourd'hui, qui, le terme fait l'unanimité. Après, les interprétations sont diverses, contradictoires, voire antinomiques. Donc, cette laïcité, il y a à peu près une trentaine d'années, certains disaient que c'était une vieille lune pour esprit attardé. Aujourd'hui, tout le monde s'est converti à la laïcité par, en particulier, la laïcité positive ou d'autres adjectifs, hein, ouverte. Vous allez voir que, donc, voilà, d'où vient d'ailleurs cette laïcité ouverte, qui est reprise d'ailleurs par le président de la République, qui nous parle dans son article du Monde d'une laïcité ouverte. C'est un intertitre. Voilà. Et vous verrez d'où vient cette laïcité ouverte, je vous expliquerai tout à l'heure. Et donc, il y a une forme de manipulation. Certains ont difficilement admis que ce concept apparaisse dans la Constitution en 1946 et dès 1949, ils ont essayé de remettre en cause, disons, ce principe et lui donner un autre sens. Cette laïcité, eh bien, elle s'est construite en plusieurs temps. Hein, elle s'est construite d'abord avec une première séparation, c'est la séparation de l'Église et de l'État civil. Disons en particulier, soulignons, pour montrer que la laïcité, c'est un combat permanent. Cette loi de 1792, c'est un décret d'ailleurs, de 1792, qui autorise le divorce, remise en cause en 1806, et puis qui va donc être réintroduit dans la législation en 1886. Vous voyez que donc cette laïcité est un combat permanent. Et aujourd'hui, voilà, il y a nécessité encore de défendre cette laïcité, pour autant, il faut essayer de l'expliquer, disons, un petit peu différemment. J'ai cette expérience, disons, d'intervention dans des collèges et des lycées, où la laïcité est considérée par, disons, les jeunes comme une atteinte à leur liberté d'expression, à leur liberté de se vêtir. Pourquoi? Parce que, eh bien, on a une loi en 2004, du 15 mars 2004, qui dit ceci: loi interdisant le port de signes religieux ostentatoires dans les écoles et collèges et lycées publics. Et donc, présentant là la laïcité comme effectivement l'interdiction, et non comme une liberté, et la liberté de conscience, le législateur, même si je soutiens bien sûr pleinement cette loi du 15 mars 2004, que d'autres, en fin de compte, contestent encore, y compris dans ce camp dit laïque, donc ça c'est un des problèmes. Et parce que pour certains, toute matière qui touche à la religion, eh bien c'est intouchable, comme nous dit notre président de la République, par exemple, là dans son texte que je vous ai lu tout à l'heure, concernant voilà, l'article du Monde. Et cette loi de 2004, il lui a manqué, effectivement, sans doute, une déclaration de principe ou un article précisant que la laïcité, c'était d'abord et avant tout la liberté de conscience. J'y reviendrai tout à l'heure au sujet de la loi de 2005. Mais vous voyez que, donc, il y a un petit problème quand cette laïcité est considérée par un public de jeunes collégiens ou lycéens comme une atteinte à leur liberté. Et il faut remarquer aussi que, en fait, eh bien, la laïcité, qui est a priori accrochée depuis les lois Ferry-Goblet, entre 1881 et puis 1886, la dernière des lois, la loi dite Goblet,
Eh bien, cette loi dite Goblet du 30 octobre 1986, c'est la dernière qui nous parle de laïcité. Je parle de loi, pas de circulaire. Parce qu'on l'a vu, les circulaires n'ont pas force de loi. Il a fallu après, par exemple, la circulaire dite Jospin, 2 circulaires Béraud, il a fallu la loi du 15 mars 2004. Eh bien, dans la loi, concernant l'éducation nationale, rien entre le 30 octobre 1886 et le 15 mars 2004. C'est assez, disons, particulier pour souligner ce fait. En fait, eh bien, en 1989, dans la loi d'orientation et de programmation de Lionel Jospin, je sais parce qu'on l'avait rencontré à cette époque-là avec la Fédération de l'éducation nationale, et on souhaitait que, bon, ben, disons, il soit fait état de la laïcité dans la déclaration de principe, voire dans un article. Il a refusé parce que, en fin de compte, pour lui, c'était relancer la guerre scolaire. Et puis, bien sûr, dans la loi de, disons, dite Fillon, qui est de programmation, ne parle pas de laïcité non plus. Après, la seule loi qui a parlé de laïcité, c'est la loi sur la refondation en 2013, qui lui fait une place relativement importante, en particulier donc, avec cette charte de la laïcité pour les établissements scolaires publics. Et donc, voilà, c'est là quelque chose de fondamental. C'est au moment où on fait la confusion entre public et privé, laïque et confessionnel, eh bien le caractère propre de l'enseignement public, c'est cette laïcité. Et donc ça, c'est important. Et la thématique, c'était bien sûr autour de l'école, et je vais revenir, cette deuxième phase de la séparation, eh bien, entre l'Église et l'école va intervenir avec ces lois Ferry-Goblet que je citais tout à l'heure. Et il y a déjà, disons, même si ce n'est pas une loi laïque, au moment de la loi Guizot, en 1833, cette loi Guizot, il y a un débat dans la société. Il y a un débat autour de, eh bien, de 2 conceptions d'organisation du service public d'éducation. Cette loi, en fin de compte, institutionnalise l'école, crée, disons, un rapport entre l'école et la commune. Cette loi implante, disons, une école dans chaque commune de plus de 500 habitants. Cette loi aussi donc, met sur pied une école normale dans chaque département. Il y a aussi donc la création d'un corps d'inspecteurs. On a là une véritable institutionnalisation de l'école, disons, obligatoire de 6 à 13 ans. Mais il y a ce débat autour de l'organisation de l'école qui précède la loi Guizot. Guizot est un protestant. Dans, disons, dans ce débat, certains disent, en fin de compte, l'école doit être organisée selon un principe dit commercial. Et puis d'autres disent, en fin de compte, l'école, non, doit être organisée selon un principe dit patriotique. Parce que s'opposent là, en fin de compte, 2 conceptions. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on va retrouver dans les débats d'aujourd'hui ce débat qui n'est pas mis clairement sur la table alors qu'il l'était à l'époque. Certains disaient, en fin de compte, l'école est là pour former un travailleur pour les besoins immédiats et de proximité de l'entreprise. C'était un rouage de l'économie. C'était pour ça donc, que certains voulaient la prise en charge par la puissance publique de, disons, de cette école obligatoire. Et puis d'autres, en fin de compte, disent non. Cette école, en fait, doit être organisée selon un principe dit patriotique. Le terme est certes un peu désuet aujourd'hui, mais on voit bien toute la différence entre ces 2 conceptions. Pourquoi je vous parle de ceci? Eh bien parce que on le voit et on l'a vu dès 84 et qui est une, disons,